l'idée d'une autorité souveraine qui agit à la place et au nom des sujets. Cependant, le fait que la théorie de Hobbes soit particulièrement frappante pour nous n'est pas la preuve qu'elle ait eu un impact majeur dans les développements historiques réels. Là, je me juste de le faire remarquer. Les institutions et techniques représentatives traitent largement Hobbes. Nous remarquons également qu'Hobbes ne mentionne pas du tout les élections comme méthode de désignation de l'autorité souveraine. Pour ce qui est de la représentation, il est certain que Thiers a lu Hobbes et l'a utilisé afin de justifier certaines de ses idées sur le gouvernement. Thiers était un penseur d'origine française. Mais je ne crois pas que l'on puisse trouver un tel recours à Hobbes chez les pères fondateurs américains. Chercher des idées hobbesiennes chez les révolutionnaires américains et les fondateurs de la Constitution américaine paraît comme une entreprise compliquée. Le principe de la démocratie représentative. Il s'agit de 4 arrangements constitutionnels qui sont restés inchangés depuis l'instauration ceux qui gouvernent sont choisis par des textes à avoir régulier. Ce n'est pas simplement le fait que les gouvernements soient élus qui caractérise le gouvernement représentatif, mais le fait que les élections reviennent à intervalles réguliers. Dans la célèbre définition de la démocratie, Schumpeter, un grand penseur aussi, oublie de mentionner donc répétitif des compétitions électorales. Le fait que les élections soient répétées a pourtant des conséquences capitales. Pendant qu'ils sont au pouvoir, les gouvernants ont une incitation à anticiper le jugement que les électeurs vont porter sur leurs actions à la fin de leur mandat. Ainsi, les élections ne sélectionnent pas seulement ceux qui gouvernent, elles affectent aussi ce qu'ils font pendant qu'ils sont au pouvoir. Au terme de leur mandat, les représentants publics sont tenus de rendre des comptes aux citoyens ordinaires. Il est remarquable que dans sa définition, Schumpeter ne fasse aucunement mention de l'obligation de rendre des comptes, que les Anglais appellent accountability. L'actualité nous rattrape un peu à ce niveau, avec en ce moment au Sénégal le procès Karim Wade qui entre dans ce cadre. On a eu à gérer, qu'on soit ministre, qu'on soit président de la République, à un moment donné, on doit rendre des comptes par rapport à l'utilisation qui a été faite des deniers publics. C'est une parenthèse. Nous observons ici, avec une clarté particulière, la combinaison d'éléments démocratiques et d'éléments non démocratiques, pour parler de ce premier arrangement. Le deuxième arrangement institutionnel, ceux qui sont au pouvoir disposent d'un certain degré d'indépendance dans la prise de décision politique pendant qu'ils sont en fonction.
ni les vœux de leurs mandants, ni les programmes qu'ils leur ont proposés ne les contraignent de façon stricte. Nous remarquons que cet arrangement permet aux vœux des électeurs d'avoir une certaine influence sur les actions des représentants élus. Ils disposent seulement que la correspondance rigoureuse entre les deux n'est pas obligatoire. Le troisième arrangement, le troisième principe qu'on peut appeler liberté de l'opinion, faudra que les représentants aient une certaine ligne dans leurs actes. Le peuple ou une partie du peuple conserve pour leur part le droit d'exprimer opinion et griefs et de faire valoir à tout moment ses revendications auprès des représentants en fonction. Même pour le penseur, qui est également l'un des opposants les plus fervents au principe du mandat impératif, insiste dans la troisième lettre sur une paix régicide entre 1796 et 1797 sur l'idée que le peuple garde à tout moment le droit d'exprimer ses vues et désirs sans autorité absolue, mais non sans un certain foi. À l'origine, en anglais, c'est without absolute authority, but we wait. On trouve même l'idée dans la dernière clause du premier amendement de la Constitution américaine. Cette clause consacre le droit des peuples à s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de leurs crimes. Le gouvernement représentatif n'a jamais été un système dans lequel les citoyens élisent leurs représentants à intervalles réguliers et ensuite se tiennent tranquilles dans les terres. Le dernier principe, le dernier arrangement est que les décisions politiques sont soumises à l'épreuve de la discussion. Dire que les décisions publiques sont soumises à l'épreuve de la discussion ne revient pas. Et on insiste là-dessus à caractériser le gouvernement représentatif comme un gouvernement par la discussion. La discussion n'est pas une procédure de décision. C'est une méthode pour mettre à l'épreuve, examiner et tester les décisions publiques. L'autre élément, c'est la représentativité et la représentation. La représentation n'est pas une substitution, mais une manière de s'identifier avec. Quand je vote, je fais en réalité deux choses. Je sélectionne quelqu'un pour l'envoyer à l'Assemblée pour former une majorité. Mais j'exprime aussi ma préférence pour quelqu'un dont les idées ou les valeurs ou les propositions sont proches des miennes. Je ne choisis pas un bureaucrate compétent ou un expert parce que le métier du législateur n'est pas comme celui d'un bureaucrate ou d'un magistrat. Ce métier n'est ni impartial, ni neutre, bien que faire des lois implique de passer des jugements qui ont l'intérêt général comme prémisse de départ. Je choisis quelqu'un de proche de mes propres positions parce que j'ai des idées sur la manière
dont les lois peuvent être améliorées ou changées, ou sur la politique à poursuivre, le choix d'un représentant, c'est assez comme le choix que fait un représentant qui délibère à l'Assemblée. Cette représentativité, on peut l'appeler voisinage d'idées et d'idéologie. La représentativité est aussi importante pour ce qu'elle fait à l'intérieur de l'Assemblée, où les législateurs doivent opérer en tant que membres du cadre délibératif, tout en étant en contact avec le dehors du Parlement. Dans cette différence d'idées entre représentants ou le pluralisme idéologique, l'Assemblée reflèterait simplement les vues personnelles des législateurs sans corrélation, sans relation avec la société civile. Les représentants ne représenteraient en réalité qu'eux-mêmes. Une telle assemblée serait une imitation de la démocratie directe, à la différence cruciale que dans ce cas, elle s'appliquerait uniquement au petit nombre des élus. Mais la représentation n'est pas la démocratie directe. La construction des partis et des associations est importante, je dirais même essentielle, pour le gouvernement représentatif. L'Assemblée n'est pas une liste de délégués individuels, mais un corps collectif représentant, c'est-à-dire des individus pris des préparations alliances idéologiques qui participent ensemble à la prise de décision publique. La représentation politique est une violation complète du privé comme forme de représentation juridique. Le représentant n'est pas élu juste pour moi comme personne privée, mais pour moi comme part égale du démon, c'est-à-dire comme citoyen. La représentation politique est en réalité une violation de la représentation parce qu'elle exclut le mandat impératif. Je ne peux pas renvoyer le représentant comme je le souhaite, même lorsqu'il ou elle dit ou fait des choses que je désapprouve personnellement. Mais les partis et l'intérêt général sont liés de manière intéressante dans l'Assemblée représentative et peuvent exercer un certain nombre de contrôles informels afin de rendre possible un mandat politique. Une analyse des partis politiques serait nécessaire à ce stade. Disons juste qu'un parti n'est pas la même chose qu'une faction, pour utiliser une expression que Machiavel, un penseur italien, est le premier à avoir formulé avec soi. Les partis sont une façon de connecter l'intérêt particulier et l'intérêt général, alors que les factions ne cherchent qu'à s'approprier l'intérêt général pour satisfaire des intérêts privés et remplacer l'un par les autres. Ce qui nous amène à nous poser la question: la démocratie représentative est-elle élitiste? Les élites jouent un rôle important dans le gouvernement représentatif. C'est le cas parce que les élections sélectionnent nécessairement des individus dotés de caractéristiques peu communes qui sont valorisées positivement par les électeurs. Un candidat, dans l'idéal, qui ne se distinguerait pas